Bienvenue à l'Open Plateau du Salon Primevert, c'est la 38e édition et c'est le 3e jour. Aujourd'hui, on vous emmène en voyage autour de la fermentation. Si vous vous dites non, c'est pas pour moi la fermentation, je sais pas trop, ça me fait peur, eh bien restez, vous allez pouvoir en apprendre davantage sur cette façon de concevoir l'alimentation, quelque chose qui était de très très ancestral, mais finalement dont on a été coupé. Et je suis ravie d'accueillir sur ce plateau pour se rendre compte de la diversité, de la richesse culinaire qu'on va réussir à fabriquer. Alors avec moi pour parler de fermentation, Salim qui représente la vie dans un bocal. Bonjour à toi. Hervé du coup j'ai un petit trou sur le... Donc des condiments japonais. Oui, le miso, mais c'est le nom de ta structure. Voilà. Oui, merci. Cura de Bourgogne. Voilà, Cura de Bourgogne avec de merveilleux miso. Et puis Cléo avec Orizae qui va proposer des boissons pétillantes, boissons à base de kéfir et de kombucha. Merci à tous les trois d'être présents. Merci. Merci de l'invitation. Hervé, on va commencer avec toi. Le miso, donc qui nous vient du Japon. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que c'est que le miso pour les profanes? Et on va pouvoir un petit peu dérouler le fil et commencer avec toi. Déjà, dans la marmite, le miso, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors d'abord, Kura, c'est l'application des méthodes traditionnelles japonaises de fermentation naturelle. Chaque mot a son importance. Et en premier lieu, donc, le miso. Alors, miso, il y a autant de miso au Japon qu'il y a de fromage en France. Il y a beaucoup de variations. Au Japon, le miso, c'est un riz préparé, un riz qui est déjà malté en quelque sorte. C'est un précurseur de l'ensemble de nos produits. Et ce riz va aider à la fermentation, effectivement, du soja et avec un milieu salé. Donc au Japon, le miso, c'est toujours du riz, du soja et du sel. Et il va y avoir des variations régionales. C'est-à-dire que sur Kyoto, on est plutôt sur des misos blancs avec beaucoup de riz. Sur le centre du Japon, Tokyo, des misos rouges ou des misos bruns qui vont avoir une quantité à peu près équivalente de riz et de soja. Ça donne des misos assez équilibrés, toujours avec du sel. Et puis sur Nagoya, on est à l'extrême, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de riz, on va avoir simplement du soja avec une première fermentation qui a été faite sur le soja. Pour la transformation et la maturation. Alors le miso, c'est une fermentation qui dure 8 mois à 2 ans, 3 ans selon les misos, selon la maturité qu'on veut obtenir, les goûts qu'on veut obtenir. Donc on va avoir des misos très clairs, très blancs, des misos rouges, des misos noirs. Si on fait vieillir un miso rouge, il va devenir noir aussi, puisque c'est l'évolution naturelle. Dans leurs usages, au Japon, le miso, c'est la main de sel, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on va utiliser pour assaisonner tous les plats. Ça va du chou-fleur vapeur, des haricots verts, des poêlés de champignons, éventuellement. Pour le tofu, au Japon, c'est énormément consommé sur le tofu. Ça va remplacer le sel de manière générique. Et effectivement, quand on goûte un miso, le premier, et si vous venez sur le stand, vous pourrez découvrir ça, la première impression, c'est le salé, puisque c'est une conserve au sel, c'est un condiment. On va l'utiliser un petit peu comme la moutarde, on n'en met pas beaucoup, mais on va avoir donc la première impression salée, puis le goût de la légumineuse, des goûts savoureux, et quelque chose qui va rester dans le fond de la bouche, sur le fond du palais, qui est l'acide glutamique, autrement dit l'umami. Voilà. Et qui est une saveur vraiment savoureuse, qui donne envie d'y retourner et qui va créer cette sensation de cocon, de confort, de quelque chose de vraiment rassurant, vraiment régressif. Alors, c'est effectivement enveloppant dans le palais. C'est commun à beaucoup de produits fermentés. On a de l'acide glutamique, de l'umami, donc dans le vin blanc, dans les oignons, dans les fonds de sauce, enfin les fonds de veau, les fonds de volaille, les fonds de légumes, les fumets de poisson. C'est très connu dans la gastronomie occidentale. En réalité, les chefs travaillent l'umami dans les plats mijotés. C'est un aspect exhausteur de goût. C'est vrai que c'est une saveur de confort quelque part. Et on l'utilise en particulier avec les légumes au Japon, qui sont les légumes ou les crudités qui peuvent être un petit peu métalliques dans le ressenti. On va compenser ça, apporter de la rondeur avec le miso.
Et en particulier dans le cas de la soupe miso, une soupe miso, c'est-à-dire la soupe éponyme japonaise qui est bue 3 fois par jour, parce qu'on boit la soupe miso au Japon, c'est jamais que du miso. Sinon, on a ce ressenti général, mais on va vouloir mettre en avant quelque chose de plus particulier. Alors, ça peut être une crevette, un champignon, ou un dashi, c'est-à-dire des algues, du champignon ou de la bonite séchée, pour avoir un équilibre complet. D'accord. Donc là, on peut le voir, le miso, il a une apparence d'une pâte finalement. Et comment on va pouvoir aller la travailler en cuisine? Alors c'est une pâte de soja ou de légumineuses fermentées. Nous, comme on n'est pas au Japon, on a aussi fait un miso au pois chiche qui est très très doux. Ça se travaille un petit peu comme du sel, hein, finalement, c'est un condiment d'assaisonnement. On peut aussi utiliser le caractère enzymatique des misos pour faire des marinades. Ça va transformer des protéines de viande ou des légumes ou du poisson. Une utilisation que je recommande beaucoup et qui est très facile, c'est en fait dans la vinaigrette. Parce que les vinaigrettes sur les crudités, on va vouloir agrémenter ces crudités, apporter de la rondeur. Le miso l'apporte, compense avec cet umami l'aspect un petit peu métallique des crudités. Qui plus est, le miso est un produit vivant. Hein. Ces misos non pasteurisés sont vivants et ils ont un aspect prébiotique. Et si on veut le partager avec toute la famille, il n'y a rien de mieux qu'une vinaigrette dans la salade. Et puis, c'est une consommation un petit peu régulière, quasi quotidienne, pour avoir un prébiotique dans son alimentation de tous les jours. Donc là, on a une belle base pour travailler et pour développer la créativité en cuisine. Et là, je vais pouvoir enchaîner avec Salim, la vie dans un bocal. On va se rapprocher cette fois-ci du légume. Comment on va pouvoir à la fois conserver le légume beaucoup plus longtemps, le travailler cru, sans le faire chauffer, et en même temps donc en profiter tout au long des saisons. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la particularité de ce qu'est un légume fermenté ? Oui, avec grand plaisir. Alors du coup, moi, mon travail, c'est de prendre des légumes qui ont poussé en plein champ avec une quantité importante de micro-organismes à leur surface et de les mettre dans les conditions optimum pour que ce soit certaines bactéries, les bactéries lactiques en l'occurrence, qui se développent et qui vont consommer les glucides qu'il y a à l'intérieur des légumes pour produire de l'acide lactique, produire du dioxyde de carbone, et ça va en faire effectivement une très bonne méthode de conserve. On va pouvoir les conserver pendant des années, les faire maturer en cave, faire évoluer les saveurs, etc. Donc là, l'intérêt, c'est qu'au lieu de chauffer à haute température un produit pour ensuite le stériliser et éteindre tout ce qui est à l'intérieur et le conserver longtemps, là, c'est l'inverse. On va utiliser les bactéries pour garder en vie un aliment, en garder les nutriments et du coup, tous les apports dont on a besoin. C'est un petit peu l'idée et c'est quelque chose qu'on exerçait déjà il y a bien longtemps, mais dont on s'est un petit peu séparé. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment une méthode de conservation ancestrale que l'être humain a utilisée depuis très longtemps, même à l'époque où on était nomade, pour passer les périodes de famine, les hivers, toutes ces disettes. Et effectivement, ça permet de conserver des aliments sans avoir recours à la consommation d'énergie électrique ou de gaz par la stérilisation. Et ça permet aussi de conserver tous les micronutriments et les bienfaits qu'on peut avoir dans les légumes à l'origine. Et je vais même aller plus loin que ça, c'est que le travail des micro-organismes avec les légumes au cours de la fermentation va permettre de créer des nouveaux micronutriments, des vitamines A, des vitamines B, des vitamines K, des enzymes digestives, des acides gras chaîne courte, donc tout un tas de choses qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont des bonnes molécules qui vont venir soutenir nos systèmes digestifs et immunitaires. Donc c'est aussi très bon pour la santé, ça en fait un très bon prébiotique, un très bon probiotique. Alors, on en connaît un parce qu'il a été apporté par la culture coréenne, qui est le kimchi, qui est un petit peu plus répandu maintenant auprès du grand public et qui peut être une porte d'entrée, sauf si on craint les aliments épicés, mais en tout cas qui a permis d'amener un petit peu les produits lactofermentés sur le marché et dans l'assiette en général. Mais en termes du coup gustatif, comment on va pouvoir travailler ce légume? Comment on va pouvoir le déguster? Quels conseils tu peux nous donner à ce niveau-là? Oui, alors effectivement, le kimchi a apporté un effet de mode, je dirais, un petit peu derrière les légumes fermentés. Mais avant ça, on a déjà la choucroute en France qui est extrêmement répandue et qu'on consomme beaucoup. On la consomme souvent en choucroute garnie, mais les connaisseurs en Alsace savent très bien qu'on peut la consommer crue et de manière quasiment quotidienne, en salade, en tarte, etc. Et c'est vraiment très très bon, autant pour la santé que pour les papilles. Et du coup, moi, dans les gammes que je développe, j'essaye d'avoir des univers qui sont vraiment très différents.
Comme vous pouvez le voir sur les produits qu'on a devant nous, on a déjà des couleurs qui sont très différentes et j'essaye d'avoir des produits qui peuvent être très, très doux, très agréables, mais j'ai aussi des produits qui sont plus pimentés, qui ont plus de caractère, qui vont venir nous challenger un petit peu. Et puis j'essaie de faire des recettes un petit peu surprenantes, des recettes à base de topinambour, de brocolis, des légumes qu'on emploie un petit peu moins dans le quotidien parfois, parce qu'ils sont délaissés, parce qu'ils vont avoir des saveurs un peu particulières, parfois un peu amères. Et du coup, à travers la fermentation, on adoucit souvent ces saveurs qui sont un peu particulières et on arrive à des produits qui peuvent être très agréables et toujours cette petite acidité, cette petite aigreur dont une partie de mon travail est de maîtriser l'intensité pour que ça reste agréable à manger. Voilà, donc on peut les utiliser effectivement en fonction des types de recettes qu'on va avoir. On va pouvoir les utiliser simplement en les mélangeant dans une salade de crudité. On va pouvoir les ajouter dans une tarte, dans une quiche, dans une omelette, dans une poêlée de légumes. Il y a vraiment plein de choses à faire avec, des farces, des galettes de légumes, des tartinades, des houmous. On peut vraiment, la seule limite c'est un petit peu notre créativité, comme souvent en cuisine, et on peut vraiment les incorporer dans pas mal de choses. Et du coup, si on n'a pas trop d'idées de ce côté-là, on peut aller chercher des idées dans les inspirations asiatiques et dans les inspirations d'Europe de l'Est, où il y a des traditions de fermentation des légumes qui sont très très vieilles et où ils ont vraiment des traditions de cuisine de ces aliments qui sont assez variées. Oui, puis l'intérêt, c'est qu'on garde aussi l'aspect croquant. On garde la texture quand même du légume. Alors, elle est quand même un petit peu transformée, mais il y a quelque chose d'intéressant qui se passe en bouche et qui peut remplacer des condiments comme des cornichons, par exemple, ou ce genre de choses. En tout cas, il y a une belle créativité à absolument. pousser. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué dès le départ quand j'ai découvert la fermentation. C'est que même quand on a des fermentations des légumes qui ont passé déjà un certain temps, qui peuvent avoir 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, quand on les mange, on a l'impression d'avoir des produits qui ont été transformés la veille. Ils sont encore frais, croquants, pleins de vie. C'est quelque chose qui est vraiment assez troublant. Et donc, pour agrémenter un bon repas, il nous faut aussi une boisson. Et donc, c'est là que le kéfir et le kombucha rentrent en jeu sur la table. Cléo, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, même si, pareil, c'est une boisson maintenant qui s'est de plus en plus ouverte et auprès du grand public, mais est-ce que tu peux nous rappeler à partir de quoi est fait ces deux boissons différentes? Oui, tout à fait. Alors, chez Orizae, en fait, on est spécialiste de ferments. Donc, ces ferments sont en l'occurrence le kéfir et le kombucha. Donc on va commencer par le kéfir. Le kéfir, qu'est-ce que c'est? C'est le nom de la boisson, mais c'est aussi le nom de ce ferment. Ce sont en fait des bactéries et des levures en symbiose. C'est ce qu'on appelle d'un point de vue scientifique un SCOBY, c'est un acronyme anglais, SCOBY, donc Symbiotic Colony of Bacteria and Yeast. Donc ce sont en fait des bactéries et des levures qui travaillent ensemble pour transformer une boisson en quelque chose de pétillant. Donc le kéfir, ça se fait avec ces fameux grains de kéfir, de l'eau, du sucre, une rondelle de citron, une figue sèche, et on va laisser dans 1 litre d'eau cette fermentation opérer. Au bout de 24 heures, qu'est-ce qui se passe? La boisson va devenir pétillante, puisqu'en fait, il y aura eu une double fermentation par ces grains de kéfir. Ces grains de kéfir vont produire du gaz carbonique, de l'acidité et des probiotiques. Ce qui va donner une boisson très gourmande, parce qu'on en oublie aussi que ça peut être très gourmand. Une boisson qui a un petit goût de limonade artisanale, très peu sucrée, et qui est riche en probiotiques. Voilà, donc les probiotiques, ça va être excellent pour le système digestif, ça va réguler le transit, favoriser la digestion, tout le confort intestinal, en fait, la microbiote, la flore. Voilà, pour le kéfir, bon, il y aurait plein d'autres choses à dire. Et je vous présente aussi le kombucha. Le kombucha est aussi donc le nom de la boisson, mais aussi le nom du ferment. On appelle plutôt une mère de kombucha. Cette mère de kombucha, elle forme un biofilm. C'est aussi un SCOBY, donc une symbiose de bactéries et de levures. Celle-ci, on va la plonger dans du thé froid sucré, un thé nature de préférence, plutôt noir. Et elle va aussi créer cette fermentation. Et on obtiendra une boisson gourmande également qui a un petit goût de cidre doux. Si on peut comparer, voilà, c'est un petit goût de cidre doux. Et celle-ci est d'autant plus riche en probiotiques puisqu'on va laisser la fermentation plus longtemps. On est sur une fermentation à peu près de 5 jours, donc c'est un peu plus rapide que le miso quand même. Mais voilà. Et l'avantage, c'est que ces grains de kéfir et ces mères de kombucha sont comme un levain. C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a, ils vont se conserver. Et on va pouvoir les réutiliser à l'infini, en fait. Voilà.
Et c'est ce que tu m'expliquais, hein, que toi, tu as des mères qui datent de la création de l'entreprise et que vous avez affiné, observé. Donc, il y a à la fois un travail culinaire, mais il y a aussi un travail de laborantin, en fait. Voilà, c'est ça. Nous, on est un petit laboratoire indépendant à Strasbourg. Donc, on parlait de la choucroute tout à l'heure. Voilà, donc en fait, ces ferments, nous, on va les faire se reproduire. Et ce qui va permettre de les mettre sous forme de kit. Puisque nous, l'envie, c'était vraiment de proposer à chacun d'entre nous de se réapproprier et de pouvoir faire sa propre boisson à l'infini chez soi. Voilà. Donc de pouvoir libérer aussi sa créativité. Moi, ce que je trouve assez fascinant finalement dans ces métiers-là, c'est que vous êtes assez proche de l'observation du vivant, de choses qui vont se développer, que vous allez guider. Qu'est-ce qui vous marque le plus au quotidien, chacun dans la création de vos produits? Je trouve que c'est la relation au produit, en fait, elle est très sensorielle. C'est-à-dire que quand je rentre dans mon incubateur à Koji, je sais s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Enfin, c'est toujours bon, mais il y a du bon et du très bon. Et comment je vais pouvoir l'utiliser ensuite. Ne serait-ce qu'à l'odeur, l'humidité, voilà, la sensation, c'est vraiment des produits sensoriels. Et quand on les sent comme ça, quand on les fabrique, on sait qu'à l'intérieur du corps, ils vont travailler et ils seront positifs, je veux dire. Moi, ce qui va me motiver, c'est qu'en fait, le kéfir et le kombucha, pour moi, c'est une bonne base. Et après, on va aller au-delà, en fait. Parce que souvent, on parle de fermentation comme quelque chose un petit peu moisi. On parle de moisissure, on parle de « ah, mais c'est trop fort », ce genre de choses. Et en fait, nous, notre envie avec Horizai, c'est de se dire que le kéfir et le kombucha, ça peut être hyper gourmand, hyper contemporain aussi, et on va pouvoir les aromatiser et on va pouvoir faire plein de choses. On va les associer avec des jus, avec des baies, des fleurs, des épices, et là il y a tout un univers pour ces boissons, et c'est ça vraiment qui me fait vibrer dans ces boissons. Moi, ça me parle beaucoup ce que vous dites tous les deux, et sur la partie où on a vraiment des aliments qui sont vivants. Et on sent que ça peut partir n'importe où, le vivant peut emmener ça n'importe où, et nous on joue le rôle un petit peu de petit dieu, dans le sens où on vient jouer sur des leviers, sur des paramètres, on peut venir inoculer, etc., faire des choses, et c'est nous qui allons guider où va la fermentation, et du coup il y a un lien très fort entre ce produit qui est vivant et nous qui venons intervenir avec nos petites mains, un petit peu de magicien, en jouant sur certains paramètres pour guider cette fermentation, pour qu'elle aille là où on avait envie de le faire. Et ce lien, il est assez addictif, j'ai envie de dire. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, j'ai mis les mains là-dedans, et ce rapport que je trouve avec mes bocaux de légumes fermentés, ou quand je rentre dans ma cave, comme disait Hervé tout à l'heure, il y a vraiment ce lien fort, presque comme un animal de compagnie, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a un rôle de chef d'orchestre. Victor Hugo disait la musique, c'est du bruit qui pense. Est-ce que là, à la fermentation, on est aussi dans tout d'un coup un goût qui se met à penser, qui va aller vers un objectif comme ce qu'on a pu faire dans la cuisine au niveau de la gastronomie française? Je suis obligée de faire un petit peu le rapprochement par rapport à la culture ici qui est très ancrée dans des goûts, dans les terroirs, dans un savoir-faire culinaire. Mais là, on est un petit peu dans la même façon de travailler. On a vraiment une intention, on veut conduire le produit quelque part. On est un petit peu les nounous, en fait, hein, des mélanges de bactéries qui sont dans nos produits. Ces produits fermentés sont des produits millénaires et multimillénaires pour certains. Donc refaire des produits fermentés aujourd'hui, les renouveler, ce n'est pas oublier ce qui a été fait ces 2 siècles derniers, où on a affiné, on a purifié, on a mieux compris ce qui se passait. Et nous, on a tout ce savoir qu'on remet au service de ces produits fermentés ancestraux pour mieux les contrôler, pour être aussi plus sécure vis-à-vis des réglementations et des normes et de l'alimentation de nos consommateurs. Et on est très bien dans notre temps, en réalité, grâce à ces produits. Et on apporte, je pense, des saveurs qui sortent de l'ordinaire, mais qui sont très plaisantes
très satisfaisante aussi. Superbe, merci beaucoup à tous les trois de vous être prêtés au jeu de ce plateau. Donc si vous avez la curiosité pour ces produits, je vous conseille vraiment d'y aller, de vous laisser tenter, laisser découvrir. Et effectivement, on reste dans des saveurs qui sont quand même réconfortantes, on peut trouver des petits points de raccrochement et qui vont nous ouvrir vraiment sur une belle palette de saveurs. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Voilà. Allez, donc on terminera ce plateau tout à l'heure avec une démonstration de cuisine en alimentation vivante. Allez, merci beaucoup à tous les trois. Merci.